Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission, bienvenue dans la chaleur du sud aussi, et sous le soleil de l'Ardèche, donc j'enregistre cette émission littéraire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman que j'ai lu, et je vais pas vous parler de chronique mais de critique, parce que c'est vraiment ce qui correspond plus qu'une chronique. C'est un roman, Cité perdue des Mayas, de Marie-Laurence. Alors c'est un roman qui m'avait vraiment tapé dans l'œil, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, parce que la couverture, elle est extraordinaire avec des pyramides, le sable, c'est vraiment, il y a des pyramides incas, et il me semble la pyramide du Louvre, c'est vraiment extraordinaire. Et en fait, je vais partager mon retour de lecture, mais c'est très mitigé parce que si ce bouquin a été très très bien accueilli par la majorité des lecteurs, moi je me dis que j'ai loupé un rendez-vous, que ce roman n'était pas pour moi, que voilà. Bon, j'ai partagé cette critique avec l'auteur qui était surprise, puisqu'effectivement elle a eu que des bons retours. Et je la remercie très sincèrement, parce qu'elle a eu beaucoup de bienveillance en retour de ma critique, et elle l'a d'ailleurs énormément partagée sur les réseaux sociaux, parce que elle va utiliser ce que j'en dis pour revenir sur l'histoire, pour répondre aussi à des questions que je me pose et peut-être que d'autres se posent aussi. Et j'apprécie beaucoup ce retour d'un auteur qui ne me saute pas à la gorge, parce que j'ai été en plus je peux pas dire que c'est un roman que j'ai pas aimé, c'est une déception en fait. Voilà, alors j'en attendais peut-être énormément, et il ne m'a pas donné ce que j'attendais. Alors c'est vrai que la couverture, elle est vraiment extraordinaire. Elle est vraiment c'est vrai que derrière une couverture comme ça, on s'attend à quelque chose qui va dépasser toute l'imagination, et c'est ma première déception. Elle part de là, parce qu'en fait ce paysage n'est pas dans le roman. Voilà. Hein. Euh, et, euh, et là où je m'attendais à une aventure vraiment palpitante, très dépaysante, qui me promettait, en plus, je me voyais déjà au cœur d'une enquête archéologique super fascinante, et en fait non, le contenu du bouquin ne tient pas cette promesse. Quand j'ai rédigé et quand je vous parle encore aujourd'hui de ce livre, c'est avec déception, parce qu'en plus c'est quelque chose que j'aime pas, critiquer un ouvrage. L'auteur a passé du temps à l'écrire, donc le fait de le critiquer, c'est pour moi quelque chose déjà d'exceptionnel, et c'est une grande déception. Et pourtant, je vais vous dire, le roman débute de manière vraiment engageante. L'introduction des personnages principaux, en particulier Élise, qui est une policière en quête de rédemption à travers une enquête personnelle. Elle a alimenté mon intérêt. Il y a la chaleur accablante de Paris au mois de juillet, donc ça m'a mis aussi dans l'ambiance directement, vu que chez moi c'est un peu pareil. L'ambiance du parc Georges Brassens, qui ajoute une dimension vraiment très réaliste et très intrigante à cette histoire. Et pourtant, l'intérêt que j'avais, parce que c'est vrai que les premières pages je les ai dévorées, et l'intérêt que j'avais il s'est amenuisé assez rapidement, je vais dire trop rapidement, à mesure que l'intrigue se complique et se dilue dans un maelstrom de détails qui, pour moi, sont très très confus. Trop. Trop. Voilà.
il y a trop. Le rebondissement, c'est chouette dans un livre, c'est vraiment très très bien. Quand c'est à toutes les pages, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je savais plus qui était qui, les personnages, qu'est-ce qu'ils faisaient, je vais pas spoiler, donc je vais pas aller au-delà de ça, mais dans ma lecture, il y a vraiment un moment où je me suis paumée. Et l'un des principaux reproches que je fais à Cité perdue des Mayas, ça réside justement dans sa narration chaotique. Parce que l'auteur promet une nouvelle exploration à la fois archéologique et émotionnelle, alors que bon, la structure de l'histoire, elle s'effondre sous le poids d'intrigues qui sont multiples, de retournements de situations qui sont peu lisibles, qui sont... Bien sûr que c'est un thriller, c'est un roman à suspense, donc c'est un jeu de perdre le lecteur, mais il faut quand même avoir des points de repère, et là, moi, j'avoue que je n'en ai pas eu. Les relations entre les personnages qui auraient pu apporter vraiment profondeur, nuance, bah, ils se retrouvent noyés dans un espèce de tourbillon d'action, et ça rend très très difficile l'empathie envers eux. C'est vrai que je me suis attachée ni intéressée à aucun personnage en particulier, ce qui en général accroche le lecteur, fait l'addictivité, parce qu'il y a toujours un personnage qu'on va suivre, même si... Enfin, quel que soit le personnage, mais qui va avoir une particularité et auquel l'histoire, on s'y accroche. Mais, alors, paradoxalement, alors que le récit se veut une quête de savoir, moi j'ai trouvé qu'il se perd lui-même dans un enchevêtrement de pistes qui sont parfois vraiment sans lien entre elles. Et c'est vraiment dommage. Parce qu'il y a des idées qui sont vraiment qui démarrent super fort, et puis il y a quelque chose que j'avais pas à la fin, et voilà. Donc il y a aussi, alors c'est vrai que le résumé de l'auteur, la 4e de couverture, évoque une course d'intelligence et des enjeux élevés, mais moi j'ai eu l'impression que le fil conducteur de l'intrigue n'est pas respecté en fait. Les manipulations guet-apens représentent une part très importante de l'histoire, mais l'accumulation de ces éléments a fini par tellement brouiller les pistes que ça m'a laissé perplexe, désorientée, et pas du tout immergée dans une aventure captivante. J'ai même peiné à terminer ce bouquin. En fait, je l'ai terminé parce que je voulais quand même savoir où est-ce qu'on allait avec tout ça. Je me disais, il y a forcément, s'il y a autant de faits, si l'auteur désoriente comme ça, il y a un but. Et en fin de compte, je crois que j'ai même pas pigé le final. Donc c'était pour moi des belles promesses d'une magnifique histoire d'amour aussi, de découverte archéologique, et ces thèmes, ben, au lieu d'être magnifiés, pour moi, semblent relégués vraiment au second plan et perdus dans le tumulte de tous ces événements. Et ce qui aurait pu être une quête vraiment fascinante se transforme en un espèce d'effritement narratif où moi, j'ai l'impression que même l'auteur a perdu de vue les enjeux fondamentaux. Alors, il y a évidemment une partie de cette histoire qui est précisée sur la 4e de couverture, donc là c'est pas un spoil, comme quoi rien n'est écrit, rien n'est de tout ce qui se passe, et que ça va rester dans le flou. Donc il y a ça, il y a peut-être ça, mais en tant que lectrice, c'est pas forcément ça que j'attendais. Sinon, autant pas le lire. Donc en fait,
Cité perdue des Mayas m'a invité à une aventure qui s'est effondrée sur elle-même. Le voyage enrichissant en tant que matière d'exploration personnelle, que d'apprentissage. Alors, en plus, en apprentissage archéologique, c'est vrai que c'est ce que j'attendais. Et il y a un personnage qui parle de certaines choses, mais pas d'archéologie. Donc ça reste lettre morte et ça m'a laissé sur ma faim. Vraiment. Ce roman qui était vraiment super prometteur s'essouffle dans une confusion narrative que même les amateurs d'énigmes dont je fais partie auront, à mon sens, du mal à suivre. Et c'est vraiment, vraiment dommage, parce que l'idée de départ, elle était vraiment riche en potentiel. C'est vraiment un livre qui est original et plein de potentiel. C'est pour ça que je suis autant déçue d'en faire cette critique. Mais après, je vais pas vous dire que je l'ai trouvé génialissime, alors que c'est pas le cas. Donc je reste en accord avec moi-même, tout en me disant que peut-être que vous aurez quand même l'envie de le découvrir, de le lire, et que vous n'allez pas ressentir la même chose. C'est un petit peu aussi le principe de la lecture. On a chacun notre imagination, chacun. C'est ce qui fait que quand souvent des romans qu'on a adorés sont portés à l'écran, c'est la déception. Pourquoi ? Parce que notre imagination a élaboré quelque chose que le cinéaste n'a pas forcément, la même imagination que nous, et on se retrouve face à des images toutes faites qu'on s'attend pas à voir, qu'on n'avait pas vu ça comme ça. Alors, parfois, ça peut avoir un intérêt, une ouverture d'esprit particulière, mais moi, ça m'est arrivé très souvent d'être déçue, et d'ailleurs, je regarde peu les romans, enfin, les vraiment romans fabuleux qui sont portés à l'écran. J'avoue que je m'abstiens. Et là, c'est un peu ce que ça fait par rapport à la couverture, d'ailleurs, comme si la couverture était une affiche de film et que jamais on retrouve ce paysage-là dans le film. J'ai fait du coup une petite analyse des personnages principaux. Il y a Élise, j'en ai parlé, c'est le personnage central du récit. C'est une policière qui a été rétrogradée, qui se retrouve à travailler en tant que surveillante municipale. Son parcours professionnel est vraiment complexe, il est marqué par des échecs, des désillusions, et cette rétrogradation est révélatrice de la pression, des défis qui entourent son métier. Mais elle sert également de moteur à son développement personnel tout au long du récit, mais pas que. Alors je peux pas aller plus loin parce que malheureusement, là ça va être le spoil, et c'est dommage parce qu'en fait, Élise, on sait jamais où elle est, on sait jamais où la placer, on sait jamais rien. Et ce qui rend Élise pourtant particulièrement intéressante, c'est sa dualité. Elle est à la fois déterminée et vulnérable. Elle a la volonté de mener une enquête qui est tout à la fois professionnelle et personnelle. Quoique professionnelle, elle dépasse quand même... Elle dépasse ce que son poste lui permet de faire, mais ça lui permet de se reconnecter avec ses ambitions passées, et ça montre un côté de sa personnalité qui cherche à se prouver. Elle est intéressante, hein. Franchement, le personnage est intéressant, et c'est vrai qu'elle cherche à se prouver à la fois à elle-même et au monde qui l'entoure, et cette quête personnelle de rédemption, ça peut faire écho à de nombreux lecteurs qui ont connu des échecs, des pertes dans leur vie, et le devenir de ce personnage. Alors j'en attendais évidemment beaucoup plus, hein, mais le devenir du personnage, c'est quelque chose qui m'a quand même intéressée et qui m'a fait suivre quand même. Ça a été mon fil conducteur, mais il arrive un moment où son personnage oscille souvent entre force et désespoir, et ça crée une telle imprévisibilité, excusez-moi,
dans ses décisions, il y a la complexité humaine, elle est pertinente, hein. Elle peut rendre les lecteurs ambivalents envers ce personnage. Et sa quête de justice, de vérité est admirable. Malheureusement, elle est éclipsée par ses prises de risques impulsives et des décisions qui sont parfois irrationnelles, qui sont liées à tout ce qui l'entoure. Cependant, je me suis intéressée à ce personnage sans forcément parler des interrelations, parce qu'à partir du moment où j'entrais dans les interrelations, j'allais forcément dévoiler quelque chose, ce que je ne veux pas, parce que c'est pas parce que j'ai ce sentiment et ce retour par rapport à ce roman que mon avis est pas universel. Donc Élise, elle a les Amis du Parc, le parc Georges Brassens, et ils se joignent à elle dans son enquête dans ce parc. Ils jouent un rôle vraiment crucial et alors ils sont moins développés individuellement, mais chacun d'eux représente une facette très différente de la société et de l'expérience humaine. Ça apporte un éventail de compétences, de personnalités qui enrichissent l'intrigue. Et l'interaction entre ces personnages offre aussi une richesse supplémentaire à l'intrigue. Mais le développement, à mon sens insuffisant, de leur personnalité et de qui ils sont aussi, peut les rendre un peu stéréotypés et leur faire manquer de profondeur. Ce manque de développement signifie quand même qu'ils ne parviennent pas toujours à susciter l'empathie du lecteur et leurs motivations sont... Enfin, ça peut sembler superficiel. Voilà. Il y a aussi celui que j'ai appelé le mystérieux antagoniste, alors qui n'est pas forcément mystérieux une fois qu'on a lu tout le bouquin, mais bien que le roman soit centré sur l'enquête d'Élise, il y a, pour moi c'est crucial d'évoquer ce personnage antagoniste. Il n'est pas développé de manière approfondie et en plus il a plusieurs visages, donc ce personnage reste dans l'ombre et représente l'opposition à la quête de vérité d'Élise quelque part. Les motivations de l'antagoniste pourraient être plus explorées pour offrir des réflexions sur la moralité, l'impact des actions humaines sur l'environnement par exemple, sur l'héritage culturel aussi. Mais il y a cette absence de profondeur chez cet antagoniste qui peut affaiblir le suspense, la tension dramatique de l'histoire. Et ce personnage, je crois que si ce personnage était incarné avec plus de nuances, ses interactions avec Élise auraient été vraiment super percutantes, ça aurait ajouté des couches, certes des couches de complexité à l'intrigue, mais ça questionnait aussi la notion de bien et de mal. Parce qu'elle est là, cette notion, elle est questionnée, mais trop en arrière-plan. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est plus une déception qu'autre chose, parce que pour moi, il y a tellement de potentiel dans l'idée, dans les personnages, même dans le paysage, que ça mériterait très certainement une relecture, une réécriture, je sais pas. En tout cas, pour conclure, dans Cité perdue des Magas, les personnages, donc bien qu'ils aient un potentiel riche, ils manquent de profondeur, ils manquent de développement, et Élise, avec son parcours complexe et ses contradictions, c'est quand même la plus prometteuse, mais les personnages secondaires, même s'ils sont intéressants, ils sont réduits à des archétypes. Et je pense qu'une attention accrue à leur motivation, à leur histoire personnelle, pourrait non seulement renforcer l'intrigue, mais également établir un lien beaucoup plus fort entre le lecteur et l'ensemble du récit. Il y a autre chose aussi que je voudrais rajouter, c'est qu'au niveau du paysage en lui-même, donc on a ce parc, mais on sait que c'est à Paris,
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, il y a pas ces petits indices, ces petites descriptions qui permettent à l'imagination de, hop, de se mettre en place. Pourtant, j'ai une imagination assez débordante. Et là, c'est vrai que je suis restée sur quelque chose qui me laisse, qui me laisse sur ma faim. Donc voilà. Alors, je reste, enfin, je m'intéresserai quand même à cette auteure. Elle a écrit plusieurs bouquins, pas forcément en langue française. D'ailleurs, j'ai eu un peu cette impression que c'est écrit par quelqu'un dont la langue française n'est pas la langue, ça fait ça. La langue française n'est pas la langue maternelle et du coup, il va y avoir beaucoup de faits et pas assez de nuances. Ouais, voilà. Je crois que c'est ça. Donc je vous invite quand même à découvrir Marie-Laurence parce qu'elle le mérite et je tiens vraiment à la remercier et pour m'avoir confié son roman parce que je l'avais acheté, elle me l'a ensuite confié en service presse et elle m'a fait confiance et c'est vrai que bon je lui fais pas forcément un retour comme en général un auteur l'attend, mais je suis particulièrement contente qu'elle prenne en compte ce que j'ai ressenti pour une interview, pour répondre aux questions, je trouve ça vraiment génial de la part d'un auteur, parce que c'est aussi une belle mentalité et un bel exemple dans le milieu de l'écriture. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous engage quand même à le lire, hein, c'est assez curieux, hein, mais comme je dis, mon opinion reste mon opinion et j'ai lu ensuite vraiment des bons retours, donc il n'y a pas de raison. Voilà. Je vous souhaite un très beau dimanche, une belle semaine, des belles vacances pour ceux qui sont en vacances et moi je vous dis à la prochaine.